la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Lutte contre le cancer du col de l'utérus par la vaccination, bientôt une réalité au Burkina Faso. Une phase pilote prometteuse a eu lieu dans les districts sanitaires de Bascui et de Solenzo. Médecins du Monde France, constatant que la vaccination pourrait aider à la réduction de cette mortalité, a initié un plaidoyer depuis 2018 avec 3 innovations, dont une promesse pour la vaccination. Un groupe a été installé pour accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre de projets de réduction de la morbidité et de la mortalité due au cancer du col de l'utérus par des approches pilotes innovantes basées sur la connaissance et le dépistage du HPV d'ici décembre 2021. Le Human Papillomavirus HPV est responsable d'une infection sexuellement transmissible qui est la cause principale du cancer du col de l'utérus chez les femmes. Dans le monde, on estime à 570 000 le nombre de nouveaux cas par an du cancer du col de l'utérus. Au Burkina Faso, le cancer du col de l'utérus représente 24% de tous les cancers dans l'ensemble du pays. C'est également la cause première de mortalité due au cancer parmi les femmes. L'action combinée des membres du groupe permet de noter des acquis forts appréciables, parmi lesquels la prise d'un arrêté interministériel pour l'introduction de la vaccination garde d'asile 4 contre le HPV, dont le lancement est prévu d'ici la fin de l'année 2021 au Burkina Faso. Pour en savoir davantage, je reçois pour vous Dr Issa Ouedraogo. Dr Ouedraogo est le directeur de la prévention par la vaccination. Monsieur Issoufou Belem, Monsieur Belem est le représentant de l'association des femmes atteintes et affectées par le cancer. Également sur ce plateau, Dr Gervais Sanou. Dr Sanou est gynécologue, chef de projet CCU à Médecins du Monde France. Bonsoir monsieur, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de suivre Santé Ma qui reprend du service. Participez en appelant au 25 40 79 03. Pour planter le décor, Dr Sanou, qu'est-ce que c'est que le cancer du col de l'utérus? Merci Madame Dao. Et avant de répondre à votre question, en tout cas permettez-moi de dire merci à la RTB qui nous donne l'occasion de parler du cancer du col de l'utérus et surtout de la prochaine introduction du vaccin contre, en tout cas, le Human Papillomavirus, comme vous l'avez dit, qui est la principale cause, en tout cas, de survenue du cancer du col de l'utérus. Donc, en termes de définition du cancer du col de l'utérus, on peut dire que le cancer du col de l'utérus, c'est un ensemble de lésions malignes, en tout cas constatées au niveau des cellules, en tout cas du col de l'utérus, ou plus simplement, un ensemble de multiplication anarchique et désordonnée, en tout cas constatée au niveau des cellules du col de l'utérus. Quels sont les modes de contagion et quelles sont les personnes à risque du cancer du col de l'utérus? Toujours avec le docteur San. Voilà. Merci. Le principal mode de contamination du Human Papillomavirus est le contact sexuel sans pénétration. J'insiste effectivement sur ce terme. Ça veut dire que dès qu'il y a contact sexuel, la femme ou bien l'homme est à risque de contracter le Human Papillomavirus. Les personnes les plus à risque, c'est surtout les travailleuses du sexe et les femmes vivant avec le VIH, parce qu'en ce moment, l'immunité effectivement de la femme est diminuée. Et dès qu'effectivement, en ce moment, le col est en contact avec le Human Papillomavirus, ce virus peut facilement évoluer vers le cancer du col de l'utérus si rien n'est fait. D'accord, nous parlons d'un projet de réduction de la morbidité, de la mortalité due au cancer du col de l'utérus. Il y a eu le projet
pilote a eu lieu dans le district sanitaire de Bascui à Ouagadougou. Présentez-nous un peu ce projet. Ok, le projet cancer du col de l'utérus, le titre même c'est la réduction de la morbidité et de la mortalité, en tout cas dû au cancer du col de l'utérus dans les districts sanitaires de Bascui. Ce projet est mis en œuvre par Médecins du Monde France, en tout cas au vu de certains constats, notamment la limite de la gratuité du dépistage et la faible couverture, en tout cas du dépistage. Et ce projet, en tout cas, est mis en œuvre dans les districts sanitaires de Bascui depuis janvier 2018 et sa durée est de 4 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2021. Et les cibles de ce projet, c'est surtout les femmes de 25 à 55 ans, les travailleuses du sexe et les femmes vivant avec le VIH en activité sexuelle, quel que soit en tout cas leur âge. Et ce projet, effectivement, comme je l'ai dit, a comme objectif général de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité due au cancer du col de l'utérus au Burkina Faso par des approches innovantes, des approches pilotes innovantes basées sur la connaissance et le dépistage de Human Papillomavirus. En termes d'objectifs spécifiques, c'est d'améliorer l'accès et, en tout cas, l'accès et la qualité des soins en matière de santé sexuelle et reproductive, en tout cas par la prévention du dépistage, voilà, la prévention et du traitement des lésions précancéreuses et cancéreux du col de l'utérus. Donc, le projet, comme je l'ai dit, est mis en œuvre depuis janvier 2018. En tout cas, à ce jour, il y a plusieurs acquis. On pourra peut-être, en tout cas, revenir là-dessus par rapport à ces acquis et, en tout cas, quelles sont les perspectives, effectivement, en tout cas liées effectivement à ce projet. Il y a des approches innovantes aussi que, en tout cas, ce projet, voilà, on pourra revenir là-dessus. En attendant, M. Belem, quelles sont les actions qui ont été posées pour atteindre vos objectifs? Merci, Madame Dao. Je crois qu'il y a essentiellement 3 grands groupes d'actions qui ont été menées. Et si vous voulez, nous pouvons appeler ça les domaines d'intervention. Il y a le renforcement du système de santé. Il faut dire que plusieurs agents ont été formés, outillés, notamment les gynécologues, donc des médecins, des sages-femmes également, des accoucheuses auxiliaires. Il y a eu également la fourniture de matériel pour le dépistage, ainsi que les intrants pour. Ensuite, le deuxième domaine, c'est la mobilisation communautaire. Là, c'est vraiment le dada des OSC, qui ne ménage aucun effort pour sensibiliser les populations, malgré les difficultés, parce que ce n'est pas évident. Et le troisième domaine, c'est le plaidoyer. Et là aussi, nous sommes très heureux de voir Dr Ouedraogo ici au plateau, ce qui démontre que notre processus, n'est-ce pas, a presque atteint son but. Nous en sommes fiers. On parle également de résultats déjà du projet. Quels sont les principaux résultats, Dr Sanou, dont on peut parler dès à présent? Merci. Je disais effectivement tantôt que j'allais revenir un peu par rapport aux principaux acquis. Les principaux acquis, je pense que M. Belem avait commencé en tout cas à les évoquer. Voilà, parce que le domaine d'intervention des Médecins du Monde est axé sur 3 résultats, notamment les renforcements, en tout cas de l'offre de soins, qui est le résultat 1. À ce niveau, il y a eu plein d'acquis, les renforcements des compétences, la dotation, en tout cas d'un certain nombre, en tout cas d'intrants de médicaments aux formations sanitaires dans les districts sanitaires de Bascui. Il y a aussi la dotation, en tout cas de matériel médico-technique, notamment en tout cas des appareils qui aident les gynécologues à mieux effectivement affiner les diagnostics de formation sanitaire. Au niveau de la mobilisation communautaire, qui est le résultat 2, il a aussi évoqué plein en tout cas d'acquis là-bas. Au niveau du plaidoyer aussi, il y a des acquis. Maintenant, en termes effectivement d'indicateurs effectivement qui ont pu être engrangés effectivement depuis le début du projet, il faut dire que le projet, en tout cas je le disais tantôt, c'est depuis janvier 2018, mais la mise en œuvre réelle des activités a commencé en mai 2019. De mai 2019, notamment depuis le 14 mai jusqu'au 30 septembre, on peut dire que plus de 9435 femmes ont pu bénéficier, en tout cas, du dépistage dans les formations sanitaires, en tout cas de Bascui. Lorsqu'on rapporte effectivement ces chiffres à la cible attendue, on est autour de 86,67% de couverture de dépistage.
Et parmi effectivement ces femmes qui sont venues pour le dépistage, près de 80% venaient pour la première fois. Voilà, donc c'est déjà vraiment aussi un indicateur qui est important de Bascule. C'est vraiment dans les districts sanitaires de Bascule. Autre indicateur aussi qui est important, quand les femmes viennent pour le dépistage, on leur propose en tout cas de choisir entre deux modes de prélèvement. Je pourrais revenir là-dessus, mais à ce niveau, il ressort que les femmes, dans près de, en tout cas 79% des cas, 65% des cas, préfèrent effectivement se prélever elles-mêmes. En plus de ça, autre indicateur aussi, les innovations, voilà. Autre indicateur aussi important que je voulais souligner, c'est que lorsqu'on dépiste les femmes, si elles présentent des lésions au niveau du col qui n'ont pas atteint un certain niveau, il y a un traitement que nous appelons la thermocoagulation qui est importante. Et effectivement, sur les femmes, en tout cas qui ont été dépistées et nécessitant en tout cas un traitement par la thermocoagulation, plus de 94% des femmes ont pu bénéficier de ces traitements. Et durant la période d'étude aussi, et la période de mise en œuvre jusqu'à présent, on a en tout cas pu enregistrer 3 cas confirmés de cancer du col de l'utérus, de femmes qui sont venues pour le dépistage et qui ont bénéficié en tout cas d'un accompagnement des médecins du monde pour en tout cas la prise en charge. Monsieur Belem, à votre niveau, quelle est la situation des dépistages? Alors, comme il a dit, nous sommes au-delà de 9000 femmes qui sont venues pour la première fois. Certes, il reste beaucoup de choses à faire. Hein. On aurait souhaité avoir un plus grand nombre, mais comme vous le savez, ce n'est pas facile parce que la compréhension même du sujet, de la problématique n'est pas encore évidente. Mais nous espérons qu'avec toute la mobilisation qui est faite, bon, les choses vont pouvoir s'améliorer. C'est d'ailleurs pour ça que l'une des innovations essentielles qui consiste à faire l'autoprélèvement va amener les femmes à y aller. Vous savez que dans notre pays, il y a beaucoup de complexes liés à des facteurs socio-culturels dont on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, mais il faut reconnaître quand même que c'est des facteurs qui limitent la fréquentation des formations sanitaires de façon générale. A fortiori, pour un sujet qui concerne l'intimité de la femme, vous comprenez qu'avec ces histoires de religion et tout ça, ce n'est vraiment pas évident. Mais nous espérons qu'avec l'innovation, qui a déjà commencé avec l'autoprélèvement, nous espérons avoir un chiffre beaucoup plus important, en tout cas une bonne mobilisation des femmes. Docteur Ouedraogo, quel est le rôle et la mission de la direction de la prévention par la vaccination? Merci. Maïmouna Dawo, si vous permettez, je voudrais, au nom de la hiérarchie sanitaire, exprimer à votre endroit notre profonde gratitude pour cette belle initiative. C'est une émission qui sonne donc le début d'une vaste communication qui se voudra efficace, robuste et percutante afin que les populations soient suffisamment informées par rapport à cette vaccination contre le papillomavirus humain. Alors, notre rôle dans l'introduction de ce vaccin, il faut d'abord savoir que de façon générale, notre mission, c'est d'assurer un accès équitable des populations à des vaccins sûrs et efficaces, quels que soient donc les lieux de résidence, quel que soit leur niveau socio-économique. Pour ce qui concerne donc ce vaccin, il s'agit d'abord de faire venir ce vaccin, de nous assurer que l'approvisionnement est équitable au niveau des différentes formations sanitaires du pays et que des stratégies efficaces, et je dirais efficientes, sont élaborées pour atteindre les populations. D'abord, faire en sorte que de façon régulière, des séances de vaccination sont organisées au sein des formations sanitaires pour les populations qui résident à moins de 5 km d'une formation sanitaire et également des stratégies avancées vers les populations qui résident donc à plus de 5 km d'une formation sanitaire. Le cancer du col de l'utérus, une maladie silencieuse qui touche de nombreuses femmes au Burkina Faso. Un cancer classé au 2e rang
parmi les cancers les plus diagnostiqués chez les femmes de 14 à 44 ans. Le cancer du col de l'utérus, selon les spécialistes, constitue la première cause de mortalité. Un problème de santé publique pris à bras le corps par les autorités sanitaires et leurs partenaires Médecins du Monde France. Après plus de 2 ans d'expérimentation du vaccin HPV dans les districts sanitaires de Bascuy et de Solenzo, sur les fillettes de 9 ans, les résultats s'avèrent encourageants. Des résultats qui ont amené l'ONG Médecins du Monde France à mener un plaidoyer pour l'introduction du nouveau vaccin dans le programme élargi de vaccination. Un dossier signé Salifou Belem et Isaka Nana. Le HPV, le vaccin contre le virus du papillome humain. C'est le premier vaccin développé spécifiquement pour la prévention du cancer du col de l'utérus. Un vaccin expérimenté au Burkina Faso entre 2015 et 2017 dans 2 districts sanitaires, le district sanitaire de Bascuy à Ouagadougou et celui de Solenzo dans les Banwa. Et pour le public cible, ce sont les filles de 9 ans qui ont été sélectionnées. Le vaccin HPV, la cible concernée pour cette vaccination, généralement, c'est les enfants de 9 à 14 ans. Là où on est sûr que ce sont des enfants qui n'ont pas encore commencé leur activité sexuelle. Parce que pour pouvoir vraiment faire ce vaccin, il ne faut pas être en contact, ne pas être rentré déjà en contact avec le HPV. On sait également que le HPV s'attrape généralement par voie sexuelle. Donc si les filles n'ont pas encore entamé leur activité sexuelle, on s'est dit qu'elles ont eu la chance de ne pas encore rentrer en contact avec le HPV. Donc pour plus de crédibilité et encore comme c'était une phase pilote, on s'est limité vraiment aux filles qui avaient 9 ans. Une phase de vaccination précédée d'une campagne de recensement sur le terrain. L'adhésion est volontaire. Nous avons d'abord dans un premier temps fait le dénombrement dans les écoles. En collaboration avec les éducateurs, bien sûr, on a pu dénombrer les petites filles qui avaient 9 ans. Également, on est passé de concession à concession pour pouvoir faire ce dénombrement avant de passer maintenant à la phase de la vaccination proprement dite. Pour cette phase expérimentale, c'est le vaccin Cervarix qui est donc choisi. Un vaccin qui protège contre le HPV 16 et 18. Et ce sont plus de 3000 filles qui ont été identifiées sur l'aide du district sanitaire de Bascuy pour administrer le vaccin. On a fait ce vaccin en 3 phases. Il y a eu 3 cohortes parce que c'est un vaccin où lorsqu'on fait la première dose, 1 mois après, on fait la deuxième dose. Si possible, même 6 mois après, on fait la 3e dose. La première phase, la cible attendue, c'était 1379 enfants de fillettes de 9 ans et on a pu vacciner 1374 enfants, ce qui a donné un pourcentage de 99,64%. Donc nous pouvons dire que quand même il y a eu une satisfaction. Une satisfaction certes, mais de nombreuses insuffisances ont émaillé le processus. Il y a eu beaucoup d'insuffisances par rapport à la communication parce qu'on n'a pas été aussi accompagné par les médias. Donc il fallait passer peut-être par les communications un peu archaïques, vous n'avez pas le dire, c'est dans les crières publiques qu'on a demandé de passer dans les quartiers, de passer l'information et puis bon. Donc ça a été vraiment un peu difficile. Donc, et puis avec le MCD en son temps qui avait fait des notes administratives pour adresser aux établissements parce que ça concernait beaucoup les élèves. Donc c'est de cette façon qu'on a pu vraiment passer l'information. Mais les gens, bon, c'est toujours comme dans toute nouvelle stratégie, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment réfractaires à cela. On a aussi rencontré des gens qui n'étaient pas partant pour le vaccin parce qu'ils pensaient que c'est peut-être pour rendre stérile leurs filles et tout. Car cela ne tienne, avec une première phase concluante à plus de 99%, l'ambition affichée par tous les acteurs plaidait désormais pour l'introduction du vaccin HPV dans les programmes de vaccination de routine. Personnellement, je pense que si on arrive à intégrer ce vaccin dans ce programme élargi de vaccination, ça serait un succès parce qu'on va pouvoir réduire au maximum le risque de contracter le cancer du col de l'utérus, qui est un cancer généralement évitable lorsqu'on arrive à faire assez de prévention, de dépistage et de prise en charge primaire. Le bout du tunnel n'est donc pas loin. Le HPV constitue un espoir pour la médecine car il pourrait sans aucun doute contribuer à l'éradication du cancer du col de l'utérus.
Retour donc sur ce plateau avec nos invités. Docteur Ouédraogo, quels sont les avantages d'introduire un vaccin comme le HPV dans le PEV, le programme élargi de vaccination? Alors, merci. Je pense que les avantages sont suffisamment clairs, hein. Il s'agit de prévenir dans un premier temps l'infection par le papillomavirus et de ce fait une prévention contre le cancer du col de l'utérus. Comme vous le savez, dans 99% des cas de cancer du col de l'utérus, on retrouve des sérotypes, au moins un sérotype du papillomavirus. Donc, se faire vacciner prévient la jeune fille contre le cancer du col de l'utérus, ce qui est une grosse opportunité pour le pays d'atteindre la cible 3.4 des objectifs du développement durable, c'est-à-dire réduire d'au moins 30% la mortalité due au cancer du col de l'utérus. Donc les avantages sont suffisamment évidents pour tout le monde. Pour tout le monde. Et actuellement, quel est l'état des lieux du processus de la vaccination? Ce sera le Gardasil 4 ou 9? Oui, le Burkina Faso, sur la base d'un certain nombre de considérations, d'abord programmatiques, de considérations économiques, de considérations épidémiologiques, a fait son choix sur le Gardasil 4. Le Gardasil 4, c'est ce vaccin recombinant qui couvre qui prévient contre les quatre sérotypes les plus, oncogènes. Vous avez le 18, vous avez le 16, le 6 et le 11. Donc, avec le 9, c'est encore plus large. Oui, avec le 9, je vais vous dire, puisque je parlais tantôt de considérations économiques, déjà, même avec le soutien des Gavi, qui vous permet d'avoir la dose du Gardasil 4 à 4,5 $. Quand vous prenez la cohorte unique des filles de 9 ans, vous vous retrouvez avec un montant d'environ 2 milliards à débrousser par an. Alors que hors Gavi, vous avez la dose à 100 $, c'est-à-dire environ 50 000 francs la dose. Donc pour une seule fille, ça fait 100 000. Donc vous retrouvez facilement avec 9 milliards à débrousser par an, ce qui n'est pas tout à fait soutenable. Donc l'idéal c'est le Gardasil 9. L'idéal c'est le Gardasil 9. De moyens pour des raisons financières, on va se contenter du 4. Mais il faut dire aussi que le 4 couvre déjà une bonne proportion des germes qui circulent, des germes surtout oncogènes. Donc, vous voyez que le Gardasil prévient 67% donc, des cas d'infection à papillomavirus, ce qui est important déjà. Ok, vous avez proposé la date, c'est-à-dire le ministère, les autorités sanitaires avaient proposé la date du 29 octobre pour le lancement de la vaccination. Cela a été ramené au 26 novembre. Pouvez-vous nous dire, nous rassurer cette fois-ci par rapport à la date du 29? Est-ce que ça va tenir? D'accord. Je dois d'abord vous dire que du fait donc de l'indisponibilité du vaccin au plan international, le Burkina Faso avait été programmé avec d'autres pays pour le premier trimestre 2022. Mais au regard de l'engagement des plus hautes autorités du pays, le président du Faso est champion mondial de la vaccination, son épouse est en première ligne de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Gavi a ramené le Burkina Faso au premier trimestre 2021. Malheureusement, le problème de disponibilité du vaccin se pose et on doit recevoir les doses. En tout cas, on nous a rassuré que le 8 novembre, nos doses doivent arriver. Mais on ne sait jamais. En tout cas, on s'est fixé, en tout cas, au plus tard, la fin de l'année, voilà, pour nous assurer que le vaccin est d'abord disponible sur le terrain avant donc de lancer cette campagne de vaccination. Monsieur Belem, quel est le rôle des OSC dans la mise en œuvre du projet de cancer du col de l'utérus? Alors, le rôle des OSC est assez prépondérant, j'allais dire. Hein. Vous savez que
Lorsqu'il y a une nouveauté, une nouvelle stratégie, il faut bien que la population adhère. Et quand on connaît les différents obstacles en termes de facteurs culturels, facteurs religieux et tout ça, le travail il est vraiment monstre parce qu'il faut amener quelqu'un qui doute de quelque chose à accepter la chose, ce qui n'est pas facile. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'associations, d'ONG se sont retrouvées dans le groupe CCU pour pouvoir apporter leur appui en tout cas dans cette mobilisation communautaire-là. Ce n'est pas évident. Comme je l'ai dit tantôt, nous souhaiterions que on atteint des chiffres beaucoup plus importants que ce qu'il y a, mais je me dis que les choses pourraient aller. Il y a aussi le rôle de plaidoyer. Comme on l'a dit, n'eût été le plaidoyer, nous ne serions pas là ce soir en train de faire cette émission même sur l'introduction de la vaccination. Donc, nous avons bataillé ferme. Il reste beaucoup de choses encore à faire. Voilà, c'est le lieu encore de remercier le ministère de la Santé et à travers lui, Dr Ouedraogo, pour sa direction. D'accord, Dr Ouedraogo, qu'est-ce qui est fait en matière de communication? Nous avons vu dans le reportage qu'il n'y a presque pas eu de communication, les populations ne sont pas au courant. Alors, pour le passage à l'échelle, comme je le disais tantôt, cette émission sonne donc le point de départ d'une communication que nous souhaitons vraiment assez étendue et puis assez efficace pour atteindre toute la population. Et pour ce faire, nous avons élaboré un plan de communication avec l'appui donc de l'ensemble des acteurs, la société civile, les partenaires techniques et financiers. Et bientôt, nous allons commencer à dérouler ce plan de communication à tous les niveaux, au niveau national, au niveau régional, jusqu'au niveau communautaire, pour nous assurer que les populations ont les bonnes informations, les populations savent ce que c'est que le cancer du col de l'utérus, font le lien avec le papillomavirus et voient donc l'intérêt et l'avantage de se faire vacciner afin de se prémunir donc de cette maladie. Mais pourquoi vous n'avez pas commencé le vaccin avec les filles de 9 à 14 ans conformément aux recommandations de l'OMS? Oui, comme je le disais tantôt, c'est une question de disponibilité du vaccin. Alors, Gavi a décidé, vu l'engagement donc des autorités du pays, nous octroyer 80 000 doses, juste suffisantes pour la cohorte des filles de 9 ans. Pour aller jusqu'à 9, 10, 11, 13, 14 ans, 12, oui, 14 ans, on se retrouve avec une cohorte de 1 800 000 enfants. Donc, quand vous multipliez par 2, ça fait 3 millions de doses. Ils n'ont pas vraiment ces doses pour nous en 2021. Mais ils nous rassurent qu'à partir donc, du début 2022, le Burkina Faso pourrait avoir ces doses en totalité comme initialement programmé. Mais qu'en est-il de l'acceptabilité communautaire du vaccin, M. Willem? Alors, pour ce qui est de l'acceptabilité communautaire, il faut dire que toute nouvelle stratégie suscite en tout cas méfiance et surtout difficulté d'adhésion. Nous savons tous que même pour la vaccination de façon générale, ça n'a jamais été simple. Vous savez que la vaccination a toujours été indexée par les populations comme étant un moyen de réduire soit les naissances, soit en tout cas d'atteindre des buts inavoués. Alors, il faut reconnaître que malgré les influences religieuses et autres, nous avons du chemin, beaucoup de travail à faire. Lorsque Dr Ouedraogo parle d'un plan de communication, il n'y a que ça qui puisse nous sauver. Parce que de toutes les façons, comment atteindre les populations les plus reculées pour leur faire comprendre qu'il est important de laisser les jeunes filles de 9 ans jusqu'à 14 ans se faire vacciner. Et que la vaccination de ces jeunes filles-là n'a rien à voir avec une incitation à une quelconque réduction de la natalité ou quelque chose comme ça. Ce n'est vraiment pas évident, mais
au regard de ce qui se passe aussi en termes de réalité. Parce qu'il y a des malades, il y a des femmes qui souffrent dans la nuit noire de leur maison, dans leur case. Parfois même, difficilement, on donne le nom de cancer parce que en Morée, quand on dit notre Keranga, toutes les plaies sont pratiquement intitulées notre Keranga. Alors qu'en réalité, parmi ces plaies-là, il y a le cancer, il y a autre chose. Donc on ignore même ce que c'est que la maladie. Donc quand ça arrive comme ça, on a l'impression, le temps d'accuser la vieille du coin, le temps d'accuser le vieux du coin comme étant, ou les génies pour avoir provoqué cela, ou alors le temps de trouver, n'est-ce pas, le chemin pour aller vers les formations sanitaires, parfois le dégât il est déjà fait. Et quand on arrive au stade de cancer, en ce moment-là, c'est d'autres problématiques par rapport à la prise en charge. C'est pour ça d'ailleurs que le travail de dépistage est vraiment important et il faut chanter le dépistage aux oreilles des populations pour que toutes les femmes, toutes les filles, en tout cas entre la tranche d'âge de 25 à 55 ans, toutes aillent se faire dépister. Parce que c'est gratuit. Donc il n'y a pas de raison et c'est sur tout l'étendue du territoire. Voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose a été fait. L'État a fait sa part. À nous maintenant de booster nos sœurs, nos femmes, pour aller vers le dépistage. Le dépistage. Vous avez, docteur Ouédraogo, d'autres par rapport à l'acceptabilité des communautés? Oui, par rapport à l'acceptabilité des communautés, il le sait, le système dispose déjà donc, de ce que nous appelons les agents de santé à base communautaire. Ils seront intimement impliqués dans notre démarche, ils seront formés et même ils vont comprendre donc exactement de quoi il s'agit et faire une communication vraiment de proximité afin que l'information juste soit vraiment fournie aux populations. À présent, les questions des téléspectateurs, c'est avec Viviane Tiendrebego. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de femmes. En témoigne le nombre de téléspectatrices qui ont appelé. Madame Kabouré nous suit à Bobo-Dioulasso. On lui a demandé de faire un examen de dépistage à l'hôpital et à l'interprétation. Le médecin lui a dit qu'il y a une desquamation épithéliale abondante, mais qu'il n'y a pas de suspicion de cancer. À quoi cette desquamation-là peut être due? Est-ce qu'à la longue, il n'y a pas de risque pour elle de développer un cancer du col de l'utérus? Est-ce que ça se soigne? Elle pose la question parce qu'on ne lui a prescrit aucun traitement et puis elle est inquiète. Madame Traoré est à Ouagadougou. Sa question s'adresse au docteur Chervet. Elle a entendu que les femmes qui ont le cancer du col de l'utérus sont également prédisposées à avoir le cancer du sein. Est-ce que cela est vrai? Si oui, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Son autre question, elle a suivi le reportage et elle se demande pourquoi le dépistage en vue du vaccin ne concerne que les jeunes filles. Pourquoi est-ce qu'on n'étend pas ce dépistage-là à toutes les femmes en vue d'envisager éventuellement pour toutes celles qui n'ont pas le virus un vaccin? Un téléspectateur de Ouagadougou constate que M. Belem est un homme. Il représente sur le plateau les femmes affectées du cancer du col de l'utérus. Il aimerait comprendre, est-ce que les hommes sont eux aussi victimes du cancer du col de l'utérus malgré qu'ils n'en ont pas? Madame Yolande Bougman nous suit à Ouagadougou et sa préoccupation c'est est-ce qu'un problème de nerf peut être une suspicion de cancer du col de l'utérus et comment reconnaître pour les femmes et pour les proches les signes d'un cancer du col de l'utérus. Monsieur Dabiré nous a appelé de Djiebougou. Il aimerait savoir qu'est-ce qui provoque véritablement
le cancer du col de l'utérus? Est-ce que cela est dû à une vie sexuelle très active ou précoce, comme on en a parlé, ou à la nourriture qui n'est plus la même que ce qu'il y avait avant? Et à partir de quel âge une femme peut-elle souffrir, développer un cancer du col de l'utérus? Est-ce que la prise en charge de ce cancer-là est possible dans des districts sanitaires comme Djebougou? Et à quel coût? Madame Sawadgo est à Waiguya. Elle aimerait savoir si, par exemple, on a 3 rapports sexuels par semaine. Est-ce que cela peut exposer la femme à un cancer du col de l'utérus? Madame Zombré, elle nous a appelé de Tenkodogo. Selon ce qu'elle suit, elle pense que sa belle-mère est décédée d'un cancer du col de l'utérus non diagnostiqué, bien sûr, à l'époque. Et elle a peur pour ses filles, puisque c'est leur grand-mère paternelle. Est-ce que ces filles sont exposées à un éventuel risque de cancer du col de l'utérus? C'est tout pour la première partie des questions. Madame Kaboré, la première question qui nous suit depuis Bobo Dioulasso, on lui a demandé un examen de dépistage, docteur Sanou. À l'interprétation, le médecin lui a dit qu'il y a une desquamation épithéliale abondante. À quoi cela peut être dû? Est-ce qu'à la longue, il n'y a pas de risque de développer un cancer du col de l'utérus? Ok, donc merci pour cette question. Je pense que en ce qui concerne la desquamation épithéliale, ce que moi je vais conseiller à cette patiente, c'est effectivement de se faire suivre régulièrement par un spécialiste, parce que bon, effectivement, en termes de desquamation épithéliale seulement, on ne parle pas de cancer du col. Voilà. Est-ce que ça se soigne? Oui, la desquamation, ça peut se cicatriser toute seule. Okay. Parce qu'on ne lui a presque aucun médicament. Voilà, ça peut se cicatriser toute seule. Voilà. Mais souvent, il faut un suivi. Voilà, mais il faut un suivi. Il faut un suivi. Voilà, pour effectivement, même dans les cadres même normal du dépistage, c'est bon que de façon régulière, elles partent, en tout cas pour se faire, en tout cas suivre. Voilà. Sinon, la desquamation épithéliale en elle-même n'a pas forcément besoin d'un traitement, mais le suivi est nécessaire. Okay. Voilà. Encore une autre question adressée à vous, docteur Sanou, celle de Madame Traoré. Elle a entendu que les femmes qui ont le cancer du col de l'utérus sont souvent prédisposées à développer un cancer du sein. Est-ce vrai? Si oui, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ok, bon, je voudrais en tout cas rassurer, en tout cas Madame Traoré, qu'il n'y a pas de lien entre les cancers du col de l'utérus et les cancers du sein. Voilà, c'est 2 organes qui sont totalement séparés. Et chaque organe peut avoir son cancer, mais il n'y a pas de lien pour dire que dès qu'on a cancer du sein, on aura automatiquement cancer du col et vice-versa. Mais les deux aussi peuvent exister sur la même femme. Voilà, donc c'est important effectivement que cette patiente-là puisse se faire suivre dans le cas du dépistage du cancer du sein et du cancer du col. Mais il n'y a pas de lien entre les deux cancers. Okay. Par rapport au dépistage, pourquoi ne pas le faire pour toutes les femmes et envisager éventuellement pour toutes celles qui n'ont pas contracté, qui n'ont pas eu contact avec le virus? Parce que ça, c'est toujours la même question. Madame Traoré, c'est toujours la même personne, Madame Traoré, qui a suivi le reportage. Pourquoi le dépistage ne concerne que les jeunes? Il faut dire que le dépistage concerne toutes les femmes. Maintenant, il y a des tranches d'âge qui sont privilégiées par telle ou telle technique en des raisons de santé publique. Je pense que le docteur Ouedraogo ici évoquait même ces aspects de données épidémiologiques, des données de santé publique qui font qu'on privilégie telle ou telle cible par rapport à une technique bien précise. Sinon, toutes les femmes peuvent faire le dépistage du cancer du col de l'utérus. Mais maintenant, de la tranche d'âge de 25 à 55 ans, il y a ce que Médecins du Monde, France, met en œuvre, qui est d'abord la recherche du virus
avant d'aller à l'inspection visuelle à l'acide acétique, voilà, dans toutes les formations sanitaires au niveau du Burkina, à partir d'un certain âge, il y a une autre technique de dépistage qui n'est pas la technique de recherche du virus ou de l'IVA, mais qu'on appelle le frottis cervico-vaginal, que les femmes d'un certain âge aussi peuvent en tout cas utiliser comme technique pour faire le dépistage. Mais à ce moment, c'est payant par rapport effectivement à la stratégie nationale ou bien à la stratégie mise en œuvre par Médecins du Monde France. Donc le dépistage pour dire que ça concerne toutes les femmes. Voilà. Maintenant, les techniques varient. Voilà. Monsieur Belem, vous êtes le représentant de l'association des femmes atteintes et affectées par le cancer du col de l'utérus. Donc, expliquez pourquoi vous êtes un membre de cette association. Alors, il faut dire que un téléspectateur qui veut comprendre. Oui, juste. Alors, je suis le point focal cancer col de l'utérus de l'association, le point focal, parce que je suis conseiller, le seul homme d'ailleurs de cette association. Mais ici, je représente les OSC et toutes les associations ONG qui luttent, n'est-ce pas, et qui sont chargées de la mobilisation de la population pour lutter contre le cancer du col de l'utérus et le cancer de façon générale. Je pense que c'est ensemble, main dans la main, hommes et femmes, tous, c'est là que nous allons pouvoir vaincre ce mal. On peut pas. C'est vrai que c'est la femme qui fait le cancer, mais le cancer gynécologique, l'homme aussi est affecté. Donc par conséquent, c'est ensemble que nous allons pouvoir faire face à ce combat-là. Seules les femmes ne pourront pas. Vous savez que dans notre contexte africain, pour que la femme même sorte de chez elle, pour aller vers les formations sanitaires, pour se faire dépister, elles ont besoin de l'autorisation des hommes. En tout cas, dans 80% des cas, puisque la plupart sont des femmes analphabètes, on sait que dans le milieu assez modeste, c'est l'homme qui donne la possibilité à la femme d'aller se faire dépister. Voilà. Ça, c'est la question de Mme Yolande Bougma qui nous suit. Est-ce qu'un problème de nerf peut être une suspicion du cancer du col de l'utérus? Et comment reconnaître les signes d'un cancer du col de l'utérus? Docteur Sano. Et il faut dire que tout problème de nerfs n'est pas synonyme de cancer du col de l'utérus. Mais un cancer du col de l'utérus peut avoir des répercussions nerveuses. Parce que le cancer, de par sa définition, si il n'est pas pris en charge correctement, il peut s'étendre à d'autres organes. Donc un cancer du col de l'utérus, de par son extension, peut en tout cas aller avoir en tout cas des répercussions, en tout cas sur les nerfs. Voilà. Donc c'est pour dire que cette patiente qui parle de problèmes de nerfs, il faudra aussi que, en tout cas, elle se fasse dépister. Mais néanmoins, tout problème de nerfs n'est pas synonyme de cancer du col de l'utérus. Mais un cancer du col de l'utérus peut avoir des répercussions nerveuses. Voilà. D'accord. Monsieur Dabiré, depuis Diebougou, il aimerait savoir qu'est-ce qui provoque le cancer du col de l'utérus. Est-ce une vie sexuelle très active? C'est la nourriture? Et à partir de quel âge une femme peut souffrir d'un cancer? Est-ce que la prise en charge est disponible dans un district sanitaire comme celui de Diebougou? Et à quel coût? C'est beaucoup de questions en même temps. Ok, voilà. En tout cas, je pense qu'il y a un aspect de la question précédente que j'ai oublié, qui concerne les signes. Voilà, il faut dire que pour, en tout cas, les agents de santé, ce qu'on souhaite, c'est que la femme n'attende pas qu'en tout cas des signes apparaissent pour, en tout cas, l'amener à chercher à savoir qui est cancer du col de l'utérus. Mais majoritairement, les signes du cancer du col de l'utérus, c'est d'abord les saignements vaginaux qui sont anormaux. Voilà, j'insiste là-dessus parce que la femme a normalement des saignements par mois. Mais maintenant qu'on appelle les règles. Maintenant, quand ces saignements-là deviennent anormaux, en tout cas, ça doit attirer la femme à aller se faire consulter pour voir si c'est réellement ça ou bien si ce n'est pas une autre maladie. Voilà. Il y a aussi la notion de perte, souvent que les femmes ont, qui deviennent en tout cas des pertes d'aspect, en tout cas anormal. Souvent, ça peut même sentir. Tout ça, effectivement, c'est des signes. Voilà. Quand le cancer atteint une certaine évolution aussi, on peut avoir effectivement des répercussions sur en tout cas l'appareil urinaire avec la femme quand elle urine, elle a mal, l'urine du sang. Donc tout ça là, c'est des signes effectivement qui doivent en tout cas attirer la femme à aller vers un agent de santé. Mais comme on le dit toujours, il ne faut pas attendre
qu'effectivement ces signes apparaissent. Il faut en tout cas mettre l'accent sur le dépistage. Maintenant, en ce qui concerne effectivement la question qui est, la multitude de questions un peu. La vie sexuelle active, voilà, très active. Ok, voilà, Ça, effectivement. D'abord, la cause du cancer du col de l'utérus, on l'a déjà dit même dans l'introduction. La principale cause, en tout cas, c'est le human papillomavirus qui est vraiment reconnu comme effectivement ce virus qui va entraîner le cancer du col, en tout cas de l'utérus, si ce n'est pas su à temps et pris en charge. Mais je profite effectivement de ça pour insister sur un certain nombre de facteurs qui peuvent en tout cas aussi s'associer au human papillomavirus pour en tout cas exposer la femme au cancer du col de l'utérus. Voilà, je pense comme l'intéressé l'a dit, il y a effectivement l'activité sexuelle, en tout cas qui est intense. Voilà, je dirais le fait que pour une fille de commencer les rapports sexuels très tôt, ça l'expose parce que à un âge immature, le col n'est pas assez mature. Et si le col est déjà agressé par les rapports sexuels, ça va en tout cas l'exposer à faire un cancer du col de l'utérus. Il y a les partenaires sexuels multiples qui sont aussi un facteur d'exposition parce qu'on ne sait pas avec qui on fait les rapports, est-ce que réellement cette personne est malade ou pas. On peut contracter le virus à travers cela. Il y a le fait aussi d'être porteur, en tout cas pour la femme d'être porteuse du VIH, ça fragilise sa défense. Et les femmes tabagiques, les femmes qui fument, ça contribue effectivement à fragiliser la défense de l'organisme. Il y a toutes les infections génitales, en tout cas qui ne sont pas traitées, toutes les IST qui ne sont pas traitées ou bien qui sont mal traitées aussi, qui sont des facteurs en tout cas qui peuvent concourir effectivement s'il y a le human papillomavirus à entraîner le cancer du col de l'utérus. Il faut dire que la nourriture ne fait pas partie. Non, la nourriture ne fait pas partie. Je tiens à rassurer que la nourriture ne fait pas partie. Maintenant, ce qui concerne la prise en charge à Diebougou, je pense que c'est ça. Voilà, donc je pense qu'à Diebougou, ce qu'il faut insister là-bas, c'est vraiment le dépistage pour qu'on n'en arrive pas au cas de cancer du col de l'utérus parce que les cas de cancer du col de l'utérus, la prise en charge est très, 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 très coûteuse. Il y a les moyens. À peu près, en tout cas, voilà, en tout cas, de l'expérience qu'on a à Médecins du Monde France, une femme qui a le cancer du col de l'utérus, sa prise en charge, ça tourne autour de 3 millions. Parce qu'il y a souvent la chirurgie, la chimiothérapie, et bon, on vient d'ouvrir la radiothérapie, donc c'est des traitements qui sont très coûteux. Donc très vraiment coûteux, pas moins de 3 millions. Voilà, en tout cas, et même ça, voilà, c'est très éprouvant, et même ça, bon, l'issue n'est pas aussi très rassurant. Voilà, donc c'est d'insister sur le dépistage, la prévention. Tout à fait. Il y a l'autre question, à partir de quel âge une femme peut souffrir du cancer du col de l'utérus? Bon, à ce niveau, il faut dire que avant 25 ans, en tout cas, il est reconnu que le cancer du col est exceptionnel. Ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. C'est surtout la tranche d'âge de 25 à 55 ans. À partir de 55 ans aussi, en tout cas, ça commence à vraiment à baisser. Voilà pourquoi, en tout cas, l'OMS, effectivement, et puis en tout cas d'autres ONG, mettent l'accent sur le dépistage dans la tranche d'âge de 25 à 55 ans. Voilà pourquoi c'est exceptionnel avant 25 ans. Cela tient compte aussi, en tout cas, de l'histoire naturelle, en tout cas du cancer, parce que pour que du contact du col avec le human papillomavirus jusqu'à ce que ça devienne ce que nous appelons des lésions précancéreuses, c'est-à-dire les modifications du col, ça peut prendre à peu près 5 ans. Et de l'évolution de ces lésions précancéreuses au cancer, ça peut aller à 10-15 ans. Donc vous voyez que bon, même si une fille commence ses premiers rapports sexuels vers 9-10 ans, bon, en tout cas même si elle n'a rien fait, peut-être c'est autour de 25 en tout cas 30 ans qu'elle pourra peut-être faire son cancer du col. Il y a Mme Saudo qui nous appelle depuis Waivi. Elle aimerait savoir si avoir 3 rapports sexuels par semaine peut exposer au cancer du col de l'utérus. Okay. Voilà, donc de part de ce qu'on vient de dire tout de suite, dès qu'il y a le contact sexuel, il y a déjà, en tout cas, une exposition, il y a déjà un risque. Donc, ce n'est pas le nombre de rapports sexuels qui importe tellement, mais c'est le fait d'avoir déjà eu un contact sexuel. Il faut effectivement insister sur le dépistage. Voilà. Madame Zombré est inquiète, elle nous appelle depuis Outenkourou, elle est inquiète par rapport à ses filles parce qu'elle pense, à partir du reportage, de ce qu'on a dit sur ce plateau, elle pense que sa belle-mère est décédée d'un cancer du col de l'utérus. Est-ce que automatiquement ça expose ces petites filles? Alors, il faut dire qu'en ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, contrairement au cancer du sein, il n'y a pas de facteur génétique héréditaire. Mais comme on l'a dit, dès qu'une fille a déjà un contact sexuel, l'accent, c'est vraiment de mettre
l'accent sur le dépistage. Voilà. Sinon, c'est parce que la tante, la mère, la grand-mère est décédée de cancer du col de l'utérus, que forcément, la descendance aura un cancer du col de l'utérus. Il n'y a pas de facteur génétique ou héréditaire. Mais voilà, le contact sexuel lui-même déjà constitue un facteur qui doit amener les filles à se faire dépister. Docteur Ouédraogo, vous voulez revenir sur le Gardasil 9? Oui, je voudrais insister, puisqu'il a été dit que c'est par défaut que nous avons choisi le Gardasil 4. Il faut savoir que d'abord le Gardasil 9 n'est pas disponible dans le cadre donc, de l'appui de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination qui accompagne les pays africains dans l'introduction des différents vaccins. Et le Gardasil, le Cervarix, qui est un bivalent, est même utilisé par certains pays. C'est ce qui a été utilisé dans notre phase finale. Voilà, dans la phase finale. Donc, il faut dire que le Gardasil 4, c'est vraiment un vaccin efficace qui couvre beaucoup donc, de germes qui causent le cancer du col de l'utérus. Et nous invitons vraiment les populations vraiment à croire vraiment à ce vaccin qui est protecteur vraiment pour les jeunes filles. Docteur Sanou, parlez-nous de cette innovation dans le dépistage du cancer du col de l'utérus. Ok, voilà, merci. Je pense que comme tantôt le disait docteur Ouédraogo et puis M. Belem, et dans le dépistage du cancer du col de l'utérus, en termes d'innovation que Médecins du Monde France a apporté, on a tenu compte de l'aspect communautaire. Ce qui fait qu'effectivement, une des innovations, quand la femme vient pour le dépistage, la sage-femme, ou bien en tout cas l'agent de santé, lui explique qu'il y a la possibilité de faire les prélèvements de deux manières. On lui explique et en fonction effectivement du counseling voilà, qu'on a eu avec elle, elle est libre en tout cas de choisir le type de prélèvement. Le type de prélèvement, en tout cas que la femme peut faire elle-même, on lui explique, ça s'appelle l'autoprélèvement vaginal, on lui explique comment elle peut se prélever elle-même et on va analyser maintenant ces prélèvements pour voir s'il y a le virus. Donc ça, c'est déjà une innovation par rapport effectivement à ce qui se fait au niveau national où c'est l'agent de santé qui fait le prélèvement. Donc ça met plus à l'aise la femme. Et effectivement, comme je l'ai dit dans nos indicateurs, il est ressorti que 65% des femmes, en tout cas, ont choisi de faire l'autoprélèvement parce qu'elles se sentent plus à l'aise voilà, donc dans ces types de prélèvements. Ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation, c'est effectivement de chercher d'abord à voir s'il y a le virus, le human papillomavirus, voilà, donc avant effectivement d'aller à la deuxième étape qui est effectivement de voir s'il y a en tout cas des lésions au niveau du col. Voilà, donc c'est cette stratégie qui est mise en œuvre au niveau national. Voilà. Maintenant, la troisième innovation, quand il y a des lésions précancéreuses qui n'ont pas atteint en tout cas un certain degré en tout cas d'extension, au niveau national, il y a une technique qu'on appelle la cryothérapie, mais dont le plateau technique est lourd pour pouvoir en tout cas réaliser les traitements. Et avec Médecins du Monde France, il y a une autre technique qui est plus facile et on peut faire même effectivement dans les coins les plus reculés du Burkina où il n'y a même pas d'énergie. Voilà, ça se fait ça s'appelle la thermocoagulation. Donc c'est un appareil sous forme de pistolet. Voilà, donc quand la sage-femme constate que la femme a des lésions précancéreuses qui ne sont pas très étendues, avec une source d'énergie, elle peut traiter. Si elle se retrouve dans une zone où il n'y a pas d'énergie, il y a un petit appareil qu'on appelle power bank, c'est-à-dire bon, c'est genre une batterie qu'on peut charger en énergie et avec cette batterie, on peut traiter jusqu'à 100 femmes. Voilà, même avec cette batterie chargée. Voilà, donc vraiment, voici les trois principales innovations. Voilà, les méthodes, le mode de prélèvement. Ensuite, la recherche d'abord du virus et la thermocoagulation comme une alternative à la cryothérapie qui n'existe même pas partout. Voilà. Découvrons à présent le dernier lot de questions des téléspectateurs. C'est toujours avec Viviane Tendre-Bego. Sanon à Ouagadougou a entendu parler d'une affaire dite du garde-asile en France. Elle aimerait savoir si les professionnels sur le plateau ont entendu parler de cette affaire. De quoi s'agit-il?
Et dans les années 2006, quand on a commencé à parler du vaccin anti-HPV, les anti-vaccins ont dénoncé le manque de recul qu'il y avait avant la mise sur le marché de ce vaccin. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelle est l'efficacité de ces vaccins qui nous sont proposés? Madame Clarisse Ouédraogo s'est laissé dire que l'utilisation précoce et prolongée des contraceptifs expose les femmes au cancer féminin. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'il y a une documentation dont vous pouvez parler? Madame Lalogo nous a appelé de Boromo. Sa question, est-ce que le cancer du col de l'utérus est compatible avec un projet de grossesse pour une femme qui en est atteinte? Madame Diara Abobo Djoulasso aimerait que vous parliez des inconvénients de ces vaccins. On a parlé des avantages, mais est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénients? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de stérilité pour les femmes vaccinées? Madame Ouattara est à Abobo Djoulasso. Elle aurait souhaité que les praticiens soient moins techniques quand ils s'adressent ils répondent aux questions, que vous parliez en français facile. Et donc, elle aimerait mieux comprendre quelle tranche d'âge doit faire un frottiste. Bref, quelles sont les tranches d'âge et les techniques de dépistage appropriées. Et son autre question, c'est est-ce qu'on peut vraiment guérir du cancer du col de l'utérus une fois qu'il est déclaré? Elle pose la question parce qu'elle a constaté qu'il y a des femmes, on dit que le cancer est déclaré, elles commencent le traitement, elles font des interventions, mais ça finit toujours mal. Donc, est-ce qu'on peut vraiment guérir du cancer du col de l'utérus? Madame Ouédraogo à Ouagadougou, elle se demande quelles sont les modalités d'accès au vaccin anti-HPV ici au Burkina Faso. Quels pourraient être les coûts ou bien est-ce que vous envisagez de l'inclure, ce vaccin anti-HPV là, dans le programme élargi de vaccination du Burkina Faso? C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Docteur Sano, non, on va parler docteur Ouédraogo plutôt. Donc, c'est la question de Madame Sano. L'affaire dite du garde d'asile en France, est-ce que vous avez en entendu parler? Oui. Dans les années 2006, de quoi s'agit-il? Oui, dans un contexte de prolifération de fake news autour donc, des différents vaccins, nous ne pouvons pas dire qu'on n'a pas entendu parler de tel ou tel aspect concernant les différents vaccins, mais c'était les premières heures du vaccin HPV. Oui, et généralement donc, ce sont des fake news qui disparaissent, donc ce sont des fausses informations qui disparaissent d'elles-mêmes. Et généralement on dit que ce sont des vaccins, comme l'a dit tout à l'heure M. Belem, des vaccins qui visent à stériliser les jeunes filles, sont des vaccins par-ci par-là, mais je pense qu'aujourd'hui, les populations comprennent l'intérêt de se faire vacciner contre. Donc, quelle est l'efficacité de ces vaccins? L'efficacité de ces vaccins est mesurée et estimée donc autour de 94 à 100% pour les germes contre lesquels le vaccin est administré. Pour ce qui concerne le Gardasil 4, le vaccin est efficace à 94-100% contre le sérotype 6, 11, 18 et le 16. Et il y a même une protection croisée contre le 45 et le 31. Voilà. Madame Clarisse Ouédraogo s'est laissé dire que l'utilisation précoce et prolongée des contraceptifs expose les femmes au cancer féminin. Votre avis là-dessus, docteur Sanou, en tant que gynécologue? Voilà, par rapport à cette préoccupation, je voudrais en tout cas dire à Madame Clarisse que la prescription des contraceptifs aux femmes se fait après une évaluation générale de la femme. En fonction, en tout cas, de sa personnalité, les prestataires qualifiés
en tout cas, va lui dire de prendre, en tout cas, les meilleurs contraceptifs, en tout cas, pour elle-même. Parce que si c'est pris, effectivement, aussi, sans, en tout cas, une évaluation, c'est sûr qu'effectivement, ça peut avoir des conséquences. Effectivement, et c'est l'une des conséquences, ça peut être, effectivement, la survenue des cancers féminins. Voilà, mais voilà pourquoi, effectivement, toute femme qui désire prendre une méthode contraceptive, elle doit s'approcher, en tout cas, d'un prestataire qualifié qui va vraiment l'évaluer sur les plans physique, clinique, sur les plans, en tout cas, paraclinique, et voir le contraceptif qui lui convient le mieux. Voilà, pour éviter effectivement cette situation qui peut survenir. Est-ce que le cancer du col de l'utérus est compatible avec un projet de grossesse? C'est la question de Madame Lalogo. Ok, voilà. Donc, effectivement, les liens entre cancer du col de l'utérus et grossesse, c'est que moi, je peux dire, grossesse sur cancer du col, bon, je ne dirais pas que il ne faut pas faire, mais en tout cas, ce n'est pas interdit, mais vraiment, tant que c'est possible, c'est pas très déconseillé, parce que le cancer du col de l'utérus a une influence négative sur la grossesse. La grossesse aussi a une influence sur l'évolution rapide du cancer. Et même, je me dis que, bon, en tout cas, dans le couple, un homme qui voit sa femme qui est malade, sa priorité, ça serait peut-être d'abord de la soigner. Voilà, donc je pense que tant que c'est possible, effectivement, d'éviter, en tout cas, une grossesse sur cancer du col de l'utérus, c'est encore mieux. Voilà. Sinon, il y a des situations qui existent, mais ça nécessite vraiment une surveillance très, très rapprochée par un gynécologue. Voilà, pour, en tout cas, voir, en fonction de la situation du cancer, ou bien, en tout cas, du terme de la grossesse, quel est, en tout cas, le meilleur traitement, la meilleure prise en charge possible. Madame Diarra aimerait que vous parlez des inconvénients des vaccins. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de stérilité pour les femmes vaccinées? Oui. Docteur Ouedraogo. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de stérilité pour les vaccinés? Je répondrai tout de suite non. Pour ce qui concerne les vaccins, il n'y a aucun risque de stérilité. Par contre, on peut avoir des douleurs au point d'injection, on peut avoir des réactions allergiques dans de rares cas. Comme tout vaccin, on peut avoir quelques petits bobos, mais qui passent. D'accord. Okay. Madame Ouattara a souhaité que vous soyez moins technique. Docteur Sanou. Donc, ces questions vous sont adressées. Quelle tranche d'âge doit faire un frottis? Bref, les tranches d'âge et les techniques de dépistage appropriées. Ok, bon. Si vous pouvez un peu revenir. On va essayer d'être un peu moins technique, en français facile comme on aime dire. Voilà, donc à partir du moment où la fille a déjà eu un contact sexuel, et les techniques de dépistage qui sont conseillées pour elle jusqu'à, en tout cas, autour de 55 ans, c'est l'inspection visuelle à l'acide acétique qui se fait au niveau national. Voilà, c'est la stratégie qui est mise en œuvre. Bon, maintenant, si c'est dans une des formations sanitaires du district sanitaire de Basse-Cour où MDM intervient, il y a d'abord la recherche du virus. Et après la recherche du virus, on trouve qu'il y a le virus maintenant, on va aller à la deuxième étape qui correspond à l'offre offerte au niveau national. Donc, dès le contact sexuel jusqu'à l'âge de 55 ans. Et comme je le disais tantôt, à partir de 55 ans, maintenant, ces deux techniques dont je viens de parler ne sont plus appropriées. Voilà, parce que cela dénote même aussi de l'évolution, en tout cas du col en termes anatomiques. Parce que quand on fait la recherche du virus et même l'IVA, c'est en fonction aussi de l'anatomie du col. Alors que l'anatomie du col, ça se modifie, ça varie en fonction de l'âge. Voilà pourquoi je dis qu'à partir de 55 ans, il y a une partie du col qu'on n'arrive plus à bien, en tout cas, visualiser. Et si on ne visualise plus, en tout cas, cette partie du col, en tout cas, la stratégie de la recherche du HPV et puis de l'IVA ne sont plus, en tout cas, appropriées. Et en ce moment, on parle d'une autre technique qu'on appelle frottis. Bon, c'est une autre manière, en tout cas, de faire en tout cas un prélèvement au niveau du col et puis analyser. Bon, il y a des termes, des examens, bon, on ne peut pas trop... Voilà, sinon la technique, ça s'appelle frottis cervico-vaginal. En fait, c'est un prélèvement, en tout cas, qui s'est fait au niveau, en tout cas, du col. Voilà. Est-ce qu'on peut guérir du cancer du col de l'utérus? Bon, vraiment, c'est ça, effectivement, toute la problématique et qui fait que, en tout cas, nous sommes là sur les plateaux pour, en tout cas, sensibiliser les femmes, en tout cas, à faire en sorte qu'on n'arrive pas à ce stade de cancer avéré et qu'on cherche à guérir ou pas. Parce qu'effectivement,
et les guérisons vraiment sont en tout cas minimes. Quand le cancer du col est en tout cas avéré, et ça dépend aussi du stade. Voilà, ça dépend du stade évolutif. Voilà, parce qu'on classe les cancers du col, en tout cas qui est réellement, en tout cas diagnostiqué en stade. Et en fonction du stade, les chances de survie, en tout cas, varient. Voilà, donc voilà pourquoi il faut mettre l'accent sur, en tout cas, la prévention. Non seulement, on l'a dit tantôt, la prise en charge du cancer avéré est très chère et les chances de guérison vraiment ne sont pas assez, en tout cas, réconfortantes. Voilà. Monsieur Belem, je voudrais ajouter qu'il faut donc mettre tout en œuvre pour ne pas arriver au stade de cancer. C'est pour cela qu'il y a le dépistage. Lorsqu'on dépiste la femme, elle a le choix, se prélever elle-même ou alors laisser la sage-femme prélever. Et si on découvre des lésions précancéreuses, assez rapidement, on prend les mesures, comme il a dit, par thermocoagulation, et on n'en parle plus. C'est pour cela qu'il faut aller se faire dépister. Mais si vous n'allez pas vous faire dépister, on l'a dit, vous l'avez dit au début, le cancer c'est à bas bruit. Le temps de vous rendre compte, c'est parti. C'est un peu comme l'igname, vous voyez, c'est bien, mais quand vous coupez, vous voyez que tout est pourri à l'intérieur. C'est exactement cela. Donc quand on fait le dépistage, on trouve les lésions précancéreuses, ça dépend de l'étendue. 10%, 25%, 75%. Quand c'est gérable par la sage-femme, par thermocoagulation, elle gère la situation. Si ça la dépasse, elle peut référer au niveau du gynécologue qui prend les dispositions aussi. Maintenant, quand ça arrive au stade de cancer, là aussi, il y a des strates. Voilà. Si c'est telle portion du col, ok. Si c'est pratiquement la moitié de l'utérus, puisqu'il y a des cas où on est obligé d'enlever l'utérus. Voilà. Madame Ouedraogo se demande quelles sont les modalités d'accès au vaccin ici au Burkina. Quel pourrait être le coût? Est-ce qu'on envisage de l'inclure dans le PEF? C'est ça le plaidoyer. Et c'est sur ça qu'on est en train de discuter ce soir. Monsieur Dr Ouedraogo. Oui, tout à fait. Le gouvernement du Burkina Faso, en collaboration avec l'Alliance mondiale des vaccins et de la vaccination, Gavi, va introduire pour ce qui concerne le reste de l'année 380 000 doses et l'accès à ces doses sera totalement gratuit pour les filles de 9 ans. Et l'année prochaine, nous allons inclure donc la cohorte multi-âge, c'est-à-dire de 9 à 14 ans. Pour le reste donc, de la population, il y aura certainement des initiatives locales au sein du gouvernement, de la société civile, le privé, pour permettre à des femmes cibles donc, qui se sont fait dépister négatives de pouvoir aussi avoir accès à ce vaccin pour éviter d'être infectées. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Monsieur Ouedraogo, quelles sont les perspectives pour les prochaines années? Alors, Monsieur Belem, les perspectives, il faut dire que nous allons poursuivre la veille citoyenne. Il faut le dire parce que le directeur du PEV est là. Il nous a accordé à travers lui le ministère la vaccination, mais nous voulons voir l'effectivité de cette vaccination-là. Et non seulement son effectivité, et puis on ne va pas se limiter aux jeunes filles de 9 ans. Il faut aller au-delà. Donc on va maintenir la veille citoyenne à ce niveau-là. Alors il faut dire aussi que nous avons pu avoir l'intégration, sinon la prise en compte du dépistage des lésions précancéreuses et leur prise en charge chez les femmes PVVIH au niveau du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le VIH. Et ça, c'est un grand combat. Là aussi, on va maintenir la veille citoyenne. On ne va pas baisser les bras. On avait également souhaité, au niveau du ministère de l'économie et des finances aussi, qu'on puisse augmenter la cagnotte, n'est-ce pas, pour permettre aux femmes de pouvoir se prendre en charge. Dieu merci, il n'y a plus d'évacuation presque actuellement. En tout cas, de moins en moins, parce que nous avons tout le système ici, chimiothérapie ici, chirurgie ici, et nous avons maintenant notre radiothérapie. Bientôt, le centre aussi de Tenganogo sera prêt. Je pense que le gouvernement a fait sa part. À nous maintenant de se dire, allons vers le dépistage. Et j'aimerais que ce soit chaque femme se pose la question à savoir
chaque femme, bien sûr, entre 25 ans et 55 ans, est-ce que moi, je me suis fait dépister? Voilà. Docteur Sanou, Ok. Voilà, en donc tant que partenaire, quelles sont les perspectives? Voilà, pour ajouter effectivement à ce que M. Belem, en tout cas, vient de dire, il a parlé surtout du renforcement de la participation communautaire dans les actions de lutte contre le cancer du col de l'utérus. C'est déjà effectivement une perspective, le travail en tout cas avec les OSC. Et la deuxième perspective au niveau des médecins du monde France, c'est qu'effectivement, on a en tout cas à la date d'aujourd'hui, en tout cas l'accord en tout cas du principal bailleur pour prolonger le projet, voilà, jusqu'en 2024. Donc on est en phase en tout cas d'écriture de cette nouvelle stratégie qui va en tout cas permettre à Médecins du Monde France de toujours continuer à appuyer le ministère de la Santé, en tout cas dans la lutte contre les cancers du col de l'utérus. Il y a aussi en tout cas de nouvelles priorités de plaidoyer, en tout cas sur lesquelles en tout cas on va encore continuer d'agir, et l'effectivité de la gratuité, parce qu'effectivement le gouvernement en tout cas du Burkina Faso a décrété depuis avril 2016 qu'il y a la gratuité, mais concrètement sur le terrain il y a souvent des petites difficultés, donc poursuivre les plaidoyers pour que cela soit effectif. Aussi la lutte contre les cancers du col de l'utérus au niveau des communes, c'est vraiment aussi un combat que les maires puissent intégrer effectivement la lutte contre les cancers du col de l'utérus, en tout cas dans leurs projets de développement. C'est vraiment, il faut commencer surtout à la base. Il y a aussi en tout cas faire le plaidoyer pour en tout cas la mise en place d'un conseil national de lutte contre les cancers. Ça a été dit et je pense qu'effectivement il faut aller dans ce sens. Le plaidoyer pour qu'en tout cas le gouvernement puisse voir dans quelle mesure, on a parlé tantôt, en tout cas des coûts élevés du traitement du cancer, en tout cas faire en sorte que ça puisse être subventionné. Aussi bien les médicaments, les traitements, les prises en charge, qu'il y a des examens aussi qu'on fait, voilà, des examens pour confirmer tout ça, effectivement, si ça peut être subventionné, je pense que ça va en tout cas aider les populations, voilà, dans la lutte de ces fléaux. Et pour terminer, Dr Ouedraogo. Oui, nous avons donc en perspective de poursuivre à partir de ce soir le déroulement de notre plan de communication. Et comme vous savez aussi, le monde éducatif fera partie donc des acteurs clés donc de mise en œuvre de cette vaccination. Et nous allons donc travailler à aller vers les responsables des différentes écoles, puisque notre stratégie va s'appuyer vraiment sur la vaccination dans les écoles. Et à partir donc des semaines à venir, nous allons former les différents prestataires au niveau des différentes formations sanitaires. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. En attendant, prenez bien soin de vous. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit.